Ça fait 20 minutes que je nage. Je commence à avoir un peu froid en fait au niveau du visage, c'est normal. Et la sensation des mains aussi. Dans une eau à 6 degrés, les sensations sont bonnes pour Bering pour le mois d'août. Je vais tenir le coup. جيت لروسيا باش يعطيوني الرخصات باش نقدر ندير ان شاء الله هذا الانجاز. Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et coach motivationnel. Aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'en Russie. C'était en juillet 2014 et je suis allé là-bas donc pour deux objectifs principaux. Le premier, c'était obtenir les autorisations pour pouvoir nager entre l'Asie et l'Amérique en réalisant les paperasses administratives à Moscou. Le deuxième point était celui de préparer mon corps et le conditionner pour la nage froide en voyageant donc au fameux lac Baïkal en Sibérie. Sans plus attendre, allons voir ce qui s'est passé. Le voyage vers l'inconnu. Arrivé à Moscou, j'ai séjourné à l'hôtel Kebur Palace, l'un des rares hôtels que j'ai trouvé disposant d'une piscine. Après avoir déposé mes affaires à l'hôtel, je me suis empressé de sortir pour découvrir Moscou, ville fascinante avec une grande histoire. La promenade fut très enrichissante. Les jours suivants se sont bien déroulés. Grâce au soutien de notre ambassade en Russie, j'ai pu rencontrer des autorités au ministère des Affaires étrangères, ainsi que les représentants dans la région de Choukotka, en espérant obtenir l'autorisation de toucher terre à la grande diomètre russe pour rallier l'Asie à l'Amérique. J'ai eu aussi l'occasion de réaliser une interview pour la célèbre chaîne Russia Today. عدد من الرياضيين العرب حققوا أرقاما قياسية في عدة مجالات وخاصة في السباحة. الموهوب الجديد هو المغربي حسن بركة الذي قرر أن يقطع سباحة كل المعابر المائية بين القارات. بركة زار موسكو كمحطة أخيرة قبل أن يستأنف رحلته. لنتابع. حسن بركة سباح مغربي من مواليد 1987. يتطلع هذا الشاب ليصبح أول سباح في العالم يقطع كل المعابر المائية بين القارات. العام اللي فات قطعت بين اسبانيا وبين المغرب، ندير 4 ديال المرحلات باش نجمع القارات. جيت لروسيا باش يعطيوني الرخصات باش نقدر ندير ان شاء الله هذا الانجاز. اسم حسن بعد ذلك وإنجازاتهما ستبقى خالدة في ذاكرة البشرية الرياضية لأنهما ببساطة الأولان. Suite à cela, je me déplaçais à Irkoutsk, au beau milieu de la Sibérie, pour commencer mes entraînements. Dans l'eau froide, pour ne pas dire glacée, dans le fameux lac Baïkal, le plus profond du monde. Ce fut un long voyage de 7 heures où j'ai parcouru presque la même distance de Moscou à Irkoutsk que de Casablanca à Moscou. Il se trouvait aussi que je voyageais de l'ouest vers l'est, ce qui fait que l'on avance dans le temps. La fatigue physique et la sensation de jet lag sont encore plus intenses. Le voyage s'est déroulé de nuit et je suis arrivé à Irkoutsk vers 5 heures du matin. Après avoir dormi un peu, car je n'avais pas dormi dans l'avion, je suis allé voir le fleuve qui traverse la ville et qui prend sa source directement dans le lac Baïkal, à une centaine de kilomètres de là. Le fleuve était juste en face de l'hôtel. Je me suis mis à marcher du côté gauche en cherchant l'endroit adéquat pour pouvoir entrer dans l'eau. À la place d'une tenue de ville, je portais ma combinaison de néoprène et les gens me regardaient incrédules en se demandant sûrement pour quelle raison je me prenais ainsi vêtu et si j'allais m'hasarder à plonger dans cette eau qui n'était apparemment pas très propre. Je devais d'ailleurs éviter des morceaux de verre et tout genre de saleté avant d'y plonger. Sur ce plan-là, c'était comme vouloir nager au milieu de la Seine à Paris ou dans le Manzanares à Madrid. Je commençais à en prendre conscience, mais l'important pour moi était d'habituer mon corps à l'eau froide et de ne pas rater aucune opportunité de le faire. Bonjour à tous. Je me trouve ici donc à Irkoutsk, à quelques kilomètres du lac Baïkal. Donc je suis arrivé ce matin très tôt depuis Moscou. Depuis voilà un petit entraînement dans cette eau. Donc là, le thermomètre, elle doit être à 8 degrés. Les passants continuaient à me regarder d'une manière étrange, mais cela ne me gênait pas. Je continuais mon entraînement quand soudain j'aperçois 2 formes curieuses qui ont retenu mon attention. J'ai d'abord pensé que c'était peut-être des rats qui nageaient autour de moi, ce qui m'a un peu effrayé, mais j'attribuais cela au fait qu'effectivement l'eau n'était pas très propre. Après un bref moment de doute, je me suis rendu compte que c'était des loutres, de belles créatures qui ne craignent pas beaucoup l'homme et qui ont un comportement très curieux. Elles s'approchent de moi sans aucune pudeur,
et semblait même se sentir trop à l'aise, au point qu'elle commençait à me perturber. Je décidai alors de sortir de l'eau pour éviter d'être mordu. L'endroit était plein de vitres cassées et le chausson droit en néoprène que je portais pour me protéger du froid s'est déchiré. Heureusement d'ailleurs que je l'ai porté. Cette balade était en fin de compte risquée et téméraire, car j'aurais pu me blesser et être obligé de me faire soigner ou de subir des points de suture, car la déchirure du chausson était de plusieurs centimètres. Le lendemain, je me suis réveillé très tôt pour effectuer le trajet d'1 heure qui séparait mon hôtel du fameux lac Baïkal. Pendant ce temps, j'ai eu le plaisir de traverser une très belle forêt gigantesque. Je suis arrivé à Litsvianka, l'un des villages situés sur les rives du lac Baïkal. Dès mon arrivée, j'ai ressenti une très grande énergie et des ondes agréablement positives. Le lac est connu pour sa profondeur et sa grande extension. À certains endroits, et en regardant en face depuis le rivage, on ne voit qu'un horizon d'eau, une vue sans obstacle sur le lac. Pour comprendre la grandeur de ce lac, si nous imaginons qu'il était possible de le vider, il nous faudrait plus de 400 ans pour le remplir à nouveau, bien que plus de 336 rivières et ruisseaux se jettent dans le Baïkal. Le Baïkal est connu sous le nom de perle de Sibérie, mais son étymologie veut dire lac riche, lac sacré. Bien qu'étant un lac, cette plus grande réserve d'eau douce liquide sur la surface de la Terre peut former des vagues qui peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur. On jette à l'eau en Russie, en Sibérie. Là, on va prendre un petit bateau qui va nous sortir un peu au large et on va nager dans ce merveilleux lac Baïkal. Je me trouve à Litsvianka. Litsvianka est donc une ville à 70 km d'Irkoutsk. Irkoutsk est en pleine Sibérie, donc on est arrivé avant-hier après un vol de 5h30 depuis Moscou. Et là, je me prépare à nager donc dans cette eau froide, voilà. Suite à une laborieuse négociation pour la location d'un bateau à hélice, du fait de la difficulté de communication, pour m'emmener nager au milieu du Baïkal, je m'y suis embarqué et j'ai commencé à me préparer comme s'il s'agissait de traverser le détroit de Bering. Il va nous accompagner pendant 1 heure. Là, on est sur le lac Baïkal. Ça fait longtemps que j'attends ça. Et voilà, j'ai hâte de me jeter à l'eau. Elle va être très froide. Ça fait flipper un peu, mais il le faut. Si mon corps résiste pas à ça ici au lac, je n'ose même pas imaginer ce qu'il fera au détroit de Bering. Voilà. Il est important de se fixer des règles, car dans n'importe quel endroit où nous nous trouvons et où nous avons nos références et habitudes, nous avons intérêt à extrapoler afin de ne pas être déstabilisés, au cas où les circonstances et les lieux changent. Voyez les joueurs de tennis, et en particulier Rafael Nadal, qui à chaque pause de jeu manifeste une série de gestes automatisés qui paraissent, vus de l'extérieur, comme des tocs. On le voit poser la bouteille d'eau à un endroit précis, avec l'étiquette allant vers une direction donnée, la banane qu'il mange doit être épluchée d'une certaine manière et sa peau déposée à un endroit déterminé, etc. Un automatisme qui lui permet de retrouver ses repères sur n'importe quel court de tennis, qu'il soit à Wimbledon, Roland Garros ou à l'Open d'Australie. Une fois arrivé à l'endroit où je devais me lancer à l'eau, et bien que me croyant bien préparé, j'ai été obligé de remonter sur le bateau immédiatement après avoir plongé dans cette eau froide. Ayant laissé la fermeture éclair du côté de ma poitrine ouverte, j'ai ressenti alors un froid glacial qui a envahi mon corps en une fraction de seconde. Je l'ai donc fermé et j'ai replongé à nouveau, pour ressentir cette fois-ci des difficultés à respirer. Le froid me montait à la tête comme s'il s'agissait d'un effet de congélation. Lors de cette première séance, j'ai nagé pendant 34 minutes. J'ai essayé de sentir chaque partie de mon corps, à chaque mouvement des bras pour savoir laquelle était la plus sensible au froid. Malgré les bottillons déchirés, du fait des entraînements de la veille à Irkoutsk, je n'ai pas senti trop de refroidissement aux pieds. Je ne regrettais pas l'achat de ces bottillons le mois précédent dans un magasin spécialisé à San Sebastián, au nord de l'Espagne. La question des gants n'était pas encore résolue, car j'avais 2 paires. L'une était de la même marque que ma combinaison en néoprène, c'était des gants conçus pour faire du surf dans des eaux froides, mais qui me serraient trop les doigts et qui coupaient un peu la circulation du sang. L'autre paire était conçue spécifiquement pour la plongée sous-marine, mais elle permettait l'entrée de l'eau. Bien que plus confortable, elle n'était pas appropriée pour la nage pendant plus d'1 heure dans des eaux qui pouvaient atteindre, selon mes prévisions, entre 0 et 4 degrés entre les États-Unis et la Russie. La température est là, est à 6 degrés. Les sensations sont bonnes. Une fois qu'on est dedans, ça fait déjà
12 minutes. On se sent bien, on peut continuer à nager. Voilà, je continue ma séance. Ça fait 20 minutes que je nage. Je commence à avoir un peu froid en fait au niveau du visage, c'est normal. Et la sensation des mains aussi. C'est ce que je ressens le plus. Tout le reste se passe bien. À l'issue de cette première séance, et soucieux d'éviter de dépenser mon budget dans la prolongation du temps de location du bateau, j'ai décidé de rentrer faire une deuxième séance sur le rivage dans l'après-midi. Bon, ça fait 30 minutes que je nage. L'eau, j'ai l'impression qu'elle est montée à 7 degrés. Alors, les sensations sont que la bonne nouvelle, j'ai pas froid aux pieds, mais j'ai trop froid au visage. Mais bon, c'est compliqué à enlever. Faire un test avec d'autres gants parce que c'est l'endroit de mon corps avec le visage qui en pâtit le plus du froid. Je suis heureux, ouais. Je suis en train de vivre un rêve. Un rêve de voir que ce projet va s'accomplir. Parce que si on tient le coup ici, c'est qu'on peut tenir le coup. En Alaska, au détroit de Bering. Bon, j'aurais dû les mettre avant parce que là j'ai du mal à les mettre. Je la sens plus. De cette première séance, où mon visage était plein de rides à cause de l'agression de l'eau froide, j'ai déduit que je devais travailler principalement le contact avec l'eau au niveau de cette partie de mon corps, raison pour laquelle lorsque je suis rentré au Maroc, j'ai commencé à effectuer des immersions du visage dans des seaux d'eau à une température entre 0 et 2 degrés. Avant de prendre un bon repas bien mérité après cette première séance d'entraînement, je me suis promené en regardant les objets d'artisanat que l'on vendait dans le village, dans une espèce de petit marché, et comme c'était le week-end, il y avait beaucoup de gens de la région de Litsvianka. La ville la plus proche était Ulaanbaatar, en Mongolie, et la physionomie des passants était bien différente des gens que j'avais connus à Moscou. Ce fut une expérience merveilleuse que d'échanger avec les locaux, des informations sur leurs coutumes et traditions. Lors de ma promenade, j'ai eu plusieurs sensations de vertige et j'ai été obligé de m'asseoir à cause de la baisse de tension provoquée par l'eau froide et la séance des 34 minutes. Dans l'après-midi, je me suis lancé à nouveau à l'eau pour la deuxième séance d'entraînement. Cette fois-ci, et comme la combinaison de néoprène m'allait très bien, j'ai décidé d'essayer d'enfiler 2 combinaisons de néoprène de 3 mm, l'une sur l'autre et une cagoule supplémentaire afin de mieux résister au froid. La séance dura 45 minutes et en vérité cette formule de porter les 2 combinaisons combattait mieux le froid, mais le grand défaut était que l'eau rentrait par la cagoule et par le col, car la deuxième combinaison était différente et la cagoule n'était pas directement liée à la combinaison. Mon visage a quand même mieux résisté au froid lors de cette deuxième séance. J'ai fini par essayer de nager sans la combinaison de néoprène, uniquement avec un maillot de piscine traditionnel. Je n'ai résisté que quelques minutes. Le soir, je suis retourné à Irkoutsk avec la sensation d'avoir accompli ma mission, et très content de ce voyage qui avait été énormément efficace. J'avais réussi à contacter les autorités, et d'un autre côté, je me sentais plus sûr d'avoir constaté que mon corps pouvait supporter les eaux froides. Voilà pour cet épisode où j'ai découvert les premiers vertiges et les premières sensations donc lorsque l'on nage dans une eau froide. Qui m'aurait dit que 7 ans plus tard, j'aurais pu faire un ice mile et nager sans combinaison néoprène dans une eau à 4 degrés. Et vous, quel est votre rapport avec l'eau froide? Prenez-vous des douches froides? Avez-vous déjà fait un ice swimming? Pour ma part, je vous mets en suggestion la vidéo de mon ice mile réalisé cette année, ainsi qu'une vidéo de l'ice swimming Morocco, l'événement que nous organisons chaque année. Que la paix soit sur vous, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.